Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le continent européen est entré ce matin dans un épisode de guerre tel qu'il ne l'a jamais connu depuis des décennies. Permettez-moi d'avoir une pensée sincère pour tous les peuples qui vont la subir, au premier rang desquels les Ukrainiens et les Russes. Les dirigeants du monde décident de se déclarer la guerre, et la guerre est toujours un échec. Ce sont bien les peuples qui en sont les premières victimes. Le conflit aura un impact en France, et il repose la question de notre souveraineté, souveraineté alimentaire, énergétique ou militaire. Ce conflit aura un impact en Bretagne, impact sur les prix agricoles, plus 40 € la tonne dès ce matin, impact sur notre industrie, impact sur nos importations et nos exportations. Je souhaite que nous puissions mesurer ces impacts et je forme le vœu d'une réunion extraordinaire de la conférence des présidents pour faire le point. En attendant, nous sommes réunis pour 3 jours. La majorité nous présente son premier budget de la nouvelle mandature. Vous nous dites que les Bretonnes et les Bretons ont choisi un projet. Je rappelle toutefois la forte abstention et le fait que votre majorité n'est que relative. Alors pour déterminer ces votes et sans a priori, notre groupe Hissons la Bretagne s'est posé 2 questions. Le budget vert, les fonds européens ou le CPER sont-ils à la hauteur des défis qui sont les nôtres? Les chiffres traduisent-ils une volonté claire de répondre aux attentes des agriculteurs, des pêcheurs, des entrepreneurs, des artisans, des commerçants, des salariés, des demandeurs d'emploi, des lycéens, des 1207 maires ou des 80 000 associations bretonnes? À ces 2 questions, nous avons répondu plus ou moins, mais il est vrai, plutôt moins. Nous continuons à estimer que votre majorité ne se donne pas les moyens de combler les retards pris par la Bretagne ces dernières années, qu'elle manque tout simplement d'ambition pour une région qui n'a pas le choix que d'en avoir. En 2022, vous inscrivez en crédit de paiement 1,727 milliards, des crédits en baisse de 3% si on les compare au budget 2021, auquel il convient tout de même d'ajouter les décisions modificatives. C'est certes un parti pris. C'est le parti que nous prenons. Pire, en autorisation de programme, c'est-à-dire en prévision de l'avenir, vous ne tablez que sur 1,2 milliard, soit un recul de près de 40% par rapport à 2021. C'est en cela que nous jugeons votre budget pas à la hauteur. Alors, pour témoigner de notre constructivitude, pardonnez le néologisme, chers collègues, nous avons décidé de proposer à notre Assemblée un budget alternatif qui se dessine à l'aune des 30 amendements que nous défendrons au fil des bordereaux sur les 54 que vous avez cités, Monsieur le Président. Notre contre-budget se veut un budget de développement durable, c'est-à-dire qui concilie un développement économique gage de prospérité, la protection de notre environnement et la nécessaire transition écologique, la cohésion sociale et la solidarité. C'est un budget qui privilégie l'investissement avec un recours à l'emprunt à un niveau raisonnable, 305 millions au lieu de vos 298, et une anticipation des recettes de TVA évaluées par nos soins à près de 636 millions au lieu de vos 627. Voilà pour les recettes. C'est un budget qui protège le pouvoir d'achat des Bretonnes et des Bretons, répondant ainsi à leurs aspirations du moment. Il propose par exemple de porter le tarif du cheval vapeur à 48 et non 51. Il crée un chèque carburant ciblé de 30 € par mois. C'est un budget, enfin, qui rétablit des financements de programmes que vous semblez vouloir réduire et propose des économies ailleurs. Alors vous me direz que l'on fait dire aux chiffres ce que l'on veut et qu'il y a eu l'an dernier des dépenses exceptionnelles en raison de la situation sanitaire. C'est vrai. Mais vous l'avez dit, cette situation n'a pas fini de finir. Quelle ne fut pas notre surprise de noter des baisses de crédit ou des programmes aussi fondamentaux que la contractualisation avec les territoires, 3 millions en moins, le soutien à la compétitivité des entreprises, dont l'économie sociale et solidaire, près de 1,7 million en moins, le soutien à l'économie maritime, la pêche, l'aquaculture, l'organisation du système portuaire, l'amélioration des conditions de vie des stagiaires de la formation, moins 10 millions, l'amélioration de la vie lycéenne, plus de 4 millions en moins. Ces baisses sont pour nous très inquiétantes, car contracycliques. Au moment où nous devrions plus que jamais soutenir résolument les investissements des communes et intercommunalités
aider les entreprises dans la sortie de crise, redonner de l'espoir aux jeunes Bretons en les encourageant dans leurs initiatives, c'est incompréhensible. Et nos amendements tentent de rétablir des financements que nous jugeons utiles. Sur les communes et les intercommunalités, vous nous dites souhaiter que les maires aient le pouvoir d'agir, Monsieur le Président. Le programme 101, contractualisation avec les territoires, subit une baisse inacceptable. Ne prenons que l'exemple de Bien vivre en Bretagne. Il aurait été victime de son succès. Alors pourquoi supprimer des crédits dédiés si les besoins sont là? Pourquoi ne pas pérenniser ce dispositif et au contraire l'abonder, mais en l'améliorant, si je puis me permettre, et en rendant les critères de sélection plus transparents? Il est en effet des réponses de vos services qui surprennent, Monsieur le Président. Tel projet de maison de santé retenu et tel autre pas, sans explication recevable, alors que chacun reconnaît ici, me semble-t-il, la nécessité d'emmailler le territoire pour faire face à la démographie médicale défavorable. Et puis, si votre intention est vraiment de contractualiser avec les territoires, comment expliquez-vous que, contrairement à l'État ou au département, la région n'est toujours pas engagée de démarche de contractualisation et encore moins signée de contrat avec les 62 EPCI de Bretagne? Ils sont dans l'attente pour plus de visibilité et ne voient toujours rien venir de concret. Sur le soutien à l'économie maritime, la pêche et l'aquaculture, le système portuaire, bref, le fameux volet maritime. Vous semblez reconnaître qu'il y a quelque chose à faire, mais nous vous demandons quelle est votre stratégie face au retard pris et à l'ampleur de ce qu'il y a à engager. Quelles sont vos priorités et quel est votre calendrier? En commission économie, votre vice-président Daniel Cueff a parlé des budgets très faibles consacrés jusqu'ici à ce volet maritime. Un bel hommage qu'il vous a rendu, vous présidez la région depuis 2017, comme à celui qui vous a précédé durant 13 ans. C'est le même Daniel Cueff qui nous a listé pêle-mêle et sans les hiérarchiser vos projets. Le verdissement des ports, le RTET, l'hydrogène, l'arrivée de produits bio dans nos ports, la formation maritime, les traits de côte, la sédimentation du barrage de la Rance, les énergies marines renouvelables, une liste à la Prévert qui ne nous a rien dit sur le fléchage des fonds péniblement négociés dans le cadre du CPER, ni d'ailleurs ceux du FEAMPA 2021-2027. Nous sommes plusieurs à vous avoir demandé, Monsieur le Président, votre plan pluriannuel d'investissement s'agissant de nos ports et de nos criers. Nous aimerions que nous soit présenté le volet opérationnel du document stratégique de façade nord-atlantique dont l'adoption finale est prévue, je crois, en ce moment même. Les conseillers régionaux ont le droit d'être éclairés et de se positionner. Et compte tenu des enjeux, nous vous demandons enfin de créer un groupe de travail ad hoc dont la mission sera de travailler au ciblage de tous ces fonds dédiés au volet maritime et au contrôle de l'affectation des 20 millions d'euros du CPER s'il est voté dans cette Assemblée samedi. Sur la formation professionnelle, seule satisfaction, le maintien des crédits consacrés à l'apprentissage et la hausse pour les formations sanitaires et sociales. Mais incompréhension totale entre les discours que nous partageons sur la nécessaire amélioration de la relation emploi-formation au niveau des territoires et la traduction budgétaire insuffisante. N'entendez-vous pas ces chefs d'entreprise qui se plaignent de ne pas trouver les salariés pour honorer les carnets de commandes, et ce dans tous les secteurs? Il reste tout de même 125 000 demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en Bretagne. Que leur proposons-nous? Ne devons-nous pas mieux orienter, mieux former, davantage proposer à ceux qui subissent une activité partielle et préféreraient un temps plein? Et comment favorisons-nous la mobilité professionnelle et géographique? Je crois savoir que vous réfléchissez aux réponses à ces questions et je vous le concède, tout n'est pas question d'argent. Mais comment comptez-vous satisfaire les acteurs de l'emploi dans les territoires qui demandent plus de moyens ou plus de simplification afin d'accompagner ceux qui n'ont pas les codes pour déchiffrer la complexité de l'offre de formation ou ceux qui ont décroché mais ont forcément des capacités à révéler? Sur ces sujets, associons les entreprises, faisons confiance aux territoires et ne considérons surtout pas comme un acquis d'être la région au plus faible taux de chômage, une région où l'agroalimentaire pèse lourd, les nuages s'amoncellent, baisse des installations en élevage, impact des négociations commerciales en cours et le conflit qui, depuis ce matin, est aux portes de l'Union européenne. Sauf prise en compte de nos amendements, j'avoue être quelque peu optimiste ou très naïve, vous comprendrez facilement, chers collègues, que nous ne pourrons voter le budget qui nous est présenté. Si nous saluons les hausses des crédits, qu'il s'agisse de la promotion des langues en Bretagne, mais nous y reviendrons parce que le compte n'y est pas, ou du développement du sport en région,
qu'il était temps de rehausser, là encore, compte tenu du retard pris. Nous avons trop de reproches à formuler et trop de questions qui restent sans réponse. Puisque j'en ai encore le temps, un mot sur le CPER, le budget vert et le règlement intérieur. Le CPER, après avoir hésité, malgré le regard pour le moins critique du Césaire, et sans attendre le résultat de l'élection présidentielle, vous nous proposez finalement de l'adopter en l'état. Eh bien, pour nous, ce sera non. Malgré les explications données, nous continuons à déplorer l'absence d'un volet agricole et d'un volet mobilité. Des politiques qui figurent dans les CPER d'autres régions. Alors pourquoi pas dans le nôtre? Cela reste pour nous une énigme. Nous sommes la première région agricole française, mais certaines filières présentent des fragilités structurelles. Quelle est la stratégie de la région pour surmonter ces fragilités? Quelle utilisation veut-elle faire de la PAC qui sera dévolue à la Bretagne? Se bat-elle concrètement afin de disposer des leviers nécessaires pour surmonter les crises récurrentes que subissent les agriculteurs bretons? Nous sommes la région la plus périphérique et la question de la modernisation de nos réseaux ferroviaires, routiers, maritimes se pose. Que sont devenues les promesses du pacte d'accessibilité qui aurait dû trouver une déclinaison dans ce CPER? Nous avons bien du mal à lire vos priorités. Et si vous n'en avez pas, c'est bien l'État central qui vous imposera les siennes. Il est donc urgent, là encore, de savoir ce que nous voulons défendre. Le budget vert, il consiste en une évaluation environnementale du budget qui devra apporter une vision encore plus systémique de nos dépenses et de leurs impacts sur l'environnement. Tout un programme. Mais avant d'évaluer, il faut faire. Et je ne citerai que deux exemples, le patrimoine de la région et l'eau. Avant même d'imaginer des critères d'éco-socio-conditionnalité qui vont engendrer des débats sans fin, ne faut-il pas mettre l'accent sur la rénovation énergétique du patrimoine de la région, à commencer par les lycées? Nous sentons une volonté d'améliorer le cadre bâti avec une augmentation des crédits, mais nous nous inquiétons d'une autorisation de programme en baisse de 73 millions d'euros. Et nous notons une baisse des crédits d'investissement en faveur des établissements privés. Avez-vous un plan pluriannuel d'investissement en la matière? Avant même de passer au crible toutes les politiques, n'est-il pas urgentissime de se concentrer sur la gestion de la ressource en eau? La notion figure dans votre budget vert, mais vos actes contredisent vos incantations et donnent le sentiment que la région a renoncé à s'impliquer personnellement dans la reconquête de la qualité de l'eau. Création d'une assemblée bretonne de l'eau au Conseil pour le climat, croyez-vous vraiment que la création de structures et leur superposition serait gage d'efficacité de l'action publique? Pourquoi ne pas aider financièrement les collectivités locales dans leurs travaux d'eau et d'assainissement? C'est l'objet d'un de nos amendements. Et au-delà de ces 800 000 € de participation financière, comment la région s'impliquera-t-elle dans le programme de lutte contre le phénomène des algues vertes? Et d'ailleurs, Monsieur le Président, pourquoi nous refusez-vous une présentation du rapport de la Cour des comptes et un débat sur ces fameuses recommandations? N'est-il pas de notre responsabilité collective, chers collègues, de contrôler l'utilisation de ces millions? Enfin, et j'en terminerai par là, le règlement intérieur. Nous ne le voterons pas. Nous saluons l'effort fourni par votre vice-président Stéphane Perrin pour parvenir à un consensus. Mais l'écriture inclusive y figure toujours. Les modalités de dépôt des amendements ou des vœux ne sont pas satisfaisantes. Vous me direz peu importe, puisque par principe nos amendements sont systématiquement repoussés ou réécrits à l'encre de votre seule majorité. Un vieux réflexe pavlovien auquel j'ai bien compris que nous devrions nous habituer. Et c'est, je vous le dis, une déception, pas vraiment une surprise, mais une déception. Il est bien loin l'esprit du célib tant vanté au cours de la campagne électorale. Voilà, chers collègues, je l'exprimais au début de mon propos, un budget, un contrat, c'est l'heure de vérité entre les discours et les actes. Un règlement intérieur, c'est la marque d'une certaine idée de la démocratie. Vous l'aurez compris, nous restons, après 8 mois de vie commune, plus que sceptiques. Certes, notre mandat court jusqu'en mars 2028 et la majorité pourrait se révéler, en tout domaine, de notre point de vue, beaucoup plus volontariste. Gageons à tout le moins qu'elle fasse sienne ce conseil de Gisbert Cesbron, toujours viser plus haut, pas par ambition, mais par devoir. Je vous remercie. Merci, Madame.